Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui en cette belle journée. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va faire une mise à jour sur le marché. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin, les crypto-monnaies, le prix en ce moment et quels pourraient être les prochains mouvements à venir dans les prochaines semaines. Et dans la vidéo, je vais vous expliquer comment penser pour aller chercher les meilleurs investissements qui peuvent créer des x10, des x100. Je vais vraiment vous montrer la façon de penser qui va vous mettre sur la bonne voie. Et on va voir plusieurs exemples ensemble dans le monde des crypto-monnaies actuelles. Donc, ça peut vous donner des idées d'investissement qui peuvent être assez extraordinaires et je pense que ça va même développer vos réflexions à un point tel que j'aimerais vous entendre dans les commentaires, après la vidéo bien sûr, sur qu'est-ce que vous pensez qui va être la prochaine innovation qui va créer des 10x, des 100x. Et j'espère que la vidéo pourrait être un bon point de départ pour vos réflexions. Donc, ceci étant dit, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo parce que c'est vraiment important. Donc, mettez un like maintenant. Et n'oubliez pas encore une fois que je ne suis pas conseiller financier. Donc, tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion, ce n'est que de l'enseignement. Donc, soyez conscient de ça et assurez-vous de faire vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, si on analyse le cours du Bitcoin en ce moment, on se rend compte qu'encore une fois, notre ligne de support juste ici a servi de support pour une 2, 3, 4, 5, 6e fois. On vient de rebondir et là, qu'est-ce qui risque de se passer par la suite? Si on a assez d'engagement, il est fort probable qu'on vienne visiter le haut du range autour des 50 000 $, probablement pour le mois de mai. Et si on vient qu'à dépasser le range, vraiment traverser la ligne de résistance qu'on a ici, on risque de voir une accélération dans le prix du Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies. Et honnêtement, avec la longue consolidation endormante et ennuyeuse qu'on a depuis le mois de janvier, ce serait pas surprenant qu'on voit les choses commencer à accélérer de nouveau dans le monde des crypto-monnaies. Et encore une fois, on voit que le Bitcoin fait des hauts de plus en plus hauts. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que le Bitcoin arrive sur cette ligne de tendance-ci qui est ascendante, il y a des acheteurs qui se manifestent, qui sont là pour acheter toujours plus haut. Donc ça, c'est très positif. Et dès que le Bitcoin va repartir à la hausse, on risque de voir les altcoins aussi aller vers le haut, mais avec des pourcentages de gains beaucoup plus rapides, disons. Et maintenant, avant d'aller dans nos réflexions plus profondes, j'aimerais qu'on aille voir certaines chartes ensemble. Donc, allons voir des données sur la blockchain. On se rend compte que le réseau du Bitcoin, le réseau des crypto-monnaies, est de plus en plus fort. On voit le hash rate, donc la capacité de mining des mineurs qui n'arrête pas d'augmenter, qui est un sommet historique. On voit la capacité du Lightning Network qui est un Layer 2 que je vous ai expliqué dans la vidéo où est-ce que je parlais de la finance décentralisée sur le Bitcoin, qui est aussi un sommet historique, donc qui va permettre des paiements avec aucun frais de transaction sur le Bitcoin. On voit cette charte-ci où est-ce qu'on se rend compte que le nombre d'adresses contenant plus que 0 Bitcoin est en ascension constante et on est encore une fois un sommet historique. Donc ça montre que le réseau est de plus en plus adopté. Et encore une fois, les bitcoins illiquides, donc qui sortent des exchanges, est un sommet historique. Et ça, on peut le voir encore une fois sur la charte ici. On voit la ligne bleue, qui est le nombre de bitcoins total sur les exchanges, mais c'est en chute libre encore une fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens accumulent du bitcoin dans leur propre portefeuille, ne les laissent pas sur les exchanges. Donc, si le bitcoin n'est pas sur un exchange, ça veut dire qu'il est pas prêt d'être vendu. Et que les gens qui le sortent de l'exchange sont là pour le garder une période de temps. Donc, encore une fois, c'est très positif pour le Bitcoin. On voit plusieurs indicateurs qui arrivent une fois par plusieurs mois, plusieurs années qui nous indiquent qu'on est à un bon marché sur le Bitcoin. Et ce que je voulais vous parler, qui est le plus important, si vous vous ennuyez comme moi, que vous trouvez que la consolidation a été plus longue que prévu, parce que de mon côté, j'aurais pensé que la consolidation, qu'on avait atteint notre bas juste ici au mois de janvier, je pensais qu'on serait parti à la hausse plus rapidement sur le Bitcoin. Il y a clairement quelque chose qui met du poids sur le Bitcoin en ce moment parce que si on regarde la charte de Will Clemente ici qui nous montre le Entity Adjusted Dormancy Flow, on se rend compte que lorsqu'on arrive dans des périodes vertes, comme on voit ici où est-ce que c'est encerclé, ça représente des opportunités incroyables sur le Bitcoin. Et là, on est dans une période verte depuis plus longtemps que jamais. Donc, jamais le Bitcoin n'a passé autant de temps dans ces zones-là, donc à être une opportunité incroyable pour tout investisseur qui s'y intéresse. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut pas avoir été effrayé par le marché en ce moment. Et en ce moment, malheureusement, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont effrayés du marché. Le sentiment est cassé. On voit les engagements sur les médias sociaux, sur YouTube, au niveau des crypto-monnaies qui sont en chute libre. Alors que ça devrait être maintenant que les investisseurs s'y intéressent parce que
c'est pendant que tout le monde a peur, c'est pendant que tout le monde pense que c'est de la merde, les crypto-monnaies, que c'est le temps d'investir. Et l'inverse est vrai aussi, c'est lorsque tout le monde est euphorique que c'est le temps de commencer à prendre des profits. Donc avec toutes les données qu'on a sur la blockchain, on se rend compte que définitivement, on s'en va vers le haut pour la suite des choses et je pense que pour le mois de mai-juin, les choses risquent d'accélérer. La charte ici du cycle de sentiments de Justin Mamie est toujours d'actualité. On serait dans l'aversion juste ici. Et si les choses se passent comme le cycle de Justin Mamie, on devrait voir le Bitcoin commencer son ascension là vraiment dans les prochains jours. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu juste ici où est-ce que le Bitcoin a fait une certaine frayeur en défonçant sa ligne de tendance vers le bas, mais on est reparti à la hausse tout de suite. Donc ça, c'est excellent. Et en plus de ça, on voit le marché des actions là, qui, on dirait, a trouvé un bas et est sur le point de repartir vers le haut. Donc on va suivre ça dans les prochains jours. Si vous voulez voir la suite, restez sur le channel. Mais ça augure bien en ce qui me concerne. Maintenant, je veux pas parler trop de banque centrale, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, mais je voulais juste vous illustrer que les banques centrales commencent à augmenter leur taux d'intérêt, comme on voit la Banque centrale du Canada qui a augmenté son taux d'intérêt de 0,5%. On était déjà à 0,5%, donc on est rendu à 1%. Le taux d'intérêt a doublé. Et on sait qu'il y a une bulle immobilière énorme au Canada, et ça va mettre de la pression sur tous les gens qui ont des hypothèques à taux variable. Donc, faites attention de ce côté-là au Canada. Ça peut être assez violent. Qu'est-ce qui se passe si les créatures à la Banque centrale décident d'augmenter les taux rapidement? C'est comme ça qu'on voit l'explosion des bulles immobilières. Mais ça, on en reparlera pour une autre vidéo, là, les taux d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe au niveau des bons du Trésor américain. Maintenant, avant qu'on parle des façons de penser pour faire des fortunes, j'aimerais vous initier à une notion qui s'appelle le fort turning. Je parlais avec mon bon ami Phil, qui travaille avec beaucoup de startups à Silicon Valley en Californie. Et on a eu vraiment une belle discussion et je voulais vous partager ça aujourd'hui. Qu'est-ce que le fort turning? Ben, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où est-ce que l'ancienne génération veut garder le pouvoir et la nouvelle génération commence à prendre le dessus. Et il y a 4 tournants, comme on voit ici la boucle. Et chaque tournant prend environ 22 ans. Donc là, on est rendu au tournant qui s'appelle la crise, qui devrait durer jusqu'à environ 2030. Donc c'est pour ça que d'ici 2030, on risque de voir encore beaucoup de bouleversements au niveau de notre société à tous les niveaux. Et ça, soyez conscients de ça, là, que oui, ça va brasser, mais c'est pour une période de temps limitée, pour encore quelques années. Et après ça, on va retomber de nouveau dans la boucle des autres cycles. Et là, en ce moment, vous vous souvenez de cette phrase-là que je vous avais déjà montrée. Les temps difficiles créent des personnes fortes. Les personnes fortes créent des bons temps. Les bons temps créent des personnes faibles. Et les personnes faibles créent des temps difficiles. Et la boucle tourne toujours comme ça. En ce moment, on vient d'arriver au moment où est-ce que on a les temps difficiles. Et les temps difficiles vont créer des personnes fortes. Donc après 2030, les choses risquent de s'améliorer. Et là, quelle génération est en train de remplacer quelle génération? Ben là, c'est les milléniaux qui sont en train de remplacer les baby boomers au niveau de leur force de frappe économique. Et il faut se rappeler que les milléniaux sont les gens qui sont nés entre 1981 et 1996, donc qui rentrent dans la force de l'âge en ce moment, entre 26 et 41 ans. Et les milléniaux, la génération Z, c'est eux qui vont diriger où est-ce que l'avenir du monde s'en va. Donc, si on veut faire de l'argent, si on veut spéculer sur les technologies de l'avenir, ben, faut se mettre en tête de réfléchir comme les milléniaux parce qu'on sait que les boomers s'en vont tranquillement de la force économique. Et pour réfléchir comme les milléniaux, la prochaine génération qui s'en vient, ben, si nous mettons nos lunettes de milléniaux, et en fait, je suis un milléniaux, ben, nous, on est né avec la technologie, on est né dans l'ère d'Internet. Donc, à chaque fois qu'on a une problématique, qu'on veut apporter une innovation, ben, on pense à technologie d'abord. Contrairement aux boomers qui ont une partie de leur vie qui n'ont pas connu l'ère d'Internet et l'ère des technologies qu'on voit actuellement. Ça, c'est une piste qui nous montre que les technologies, peu importe lesquelles, vont être vraiment au cœur de tout ce qui est l'économie du futur. Et vraiment, je vous encourage à aller lire le livre de William Strauss qu'on voit ici, qui est le Fort Turning, parce que ça peut clairement vous expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment, parce que la dernière fois qu'on a vu un moment de crise, c'était, vous voyez juste ici, en 1940-1945, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite de ça, on a répété le cycle de nouveau, on a eu un high, l'awakening, unraveling et la crise. Et là, en ce moment, on est rendu à la crise. Ensuite, on va avoir un high, l'awakening, unraveling et la crise dans à peu près 90 ans. Donc,
tout dans la vie n'est que cycle et se répète comme les 4 saisons. Et je pense que c'est important de le comprendre pour comprendre qu'est-ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes. Donc j'imagine que vous avez déjà vu ou entendu parler de cette charte-ci. En ce moment, l'adoption des crypto-monnaies est à peu près égale à celle de l'adoption d'Internet en 1998. Donc on parle de plus de 200 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies et ça va en accélérant. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Il y a deux choses. Premièrement, c'est que l'adoption des technologies s'accélère. Comme on voit ici, plusieurs technologies qui ont été adoptées aux États-Unis. On voit qu'avant, les courbes étaient plus horizontales, que maintenant, les courbes sont beaucoup plus verticales. Donc ça, il faut comprendre ça. Et ce qui va nous amener à avoir des nouvelles technologies qui vont être développées de plus en plus rapidement. Parce que ce qui est excitant en ce moment dans le monde des crypto-monnaies, c'est les technologies qu'on ne connaît pas encore. Parce que les technologies qu'on ne connaît pas encore qui s'en viennent. Et on se rappelle dans le monde de l'investissement, faut jamais être ni trop tôt, ni trop tard. Parce qu'on se rappelle lorsqu'on est trop tôt, par exemple si on investissait dans des crypto-monnaies d'NFT en 2017, la plupart ont crashé à zéro. Alors qu'on si on investissait dans des crypto-monnaies de NFT en 2021, on se faisait des fortunes. Donc on doit attendre que le marché soit prêt. Et je vais vous faire un parallèle encore une fois avec Internet en 1998. Vous voyez ici le top 10 des sites les plus visités à chaque jour en 1998. Donc vous voyez AOL, Yahoo, MSN, Exit, Lyco, Genocities, tous des sites qu'on n'utilise plus vraiment à part peut-être Amazon qu'on voit ici et Yahoo Finance. Alors que si on va maintenant, cette vidéo-là va jusqu'à mars 2021, on voit que le portrait est complètement différent. Et je veux vous amener à avoir cette réflexion-là en ce moment. C'est qu'en ce moment, on voit les crypto-monnaies, on voit le top 100 ici, on voit plus de 13 000 crypto-monnaies qui sont listées sur CoinGecko. Et là, si on est vraiment au niveau des crypto-monnaies comme Internet en 1998, ça veut dire que la plupart des crypto-monnaies du top 100 qui sont ici ne seront pas dans le top 100 dans 5 ans, dans 10 ans. Et il va y avoir des nouvelles technologies qui vont être adoptées parce que en 1998, sur Internet, on pouvait pas concevoir de créer une application comme Facebook, une application comme YouTube, comme Amazon, comme Airbnb. C'était pas concevable. Parce que si on prend l'exemple de YouTube, en 1998, l'idée que n'importe qui sur la planète allait pouvoir devenir la propre vedette de ses vidéos, comme on voit en ce moment, c'était pas concevable, fallait qu'il y ait des améliorations technologiques. Et c'est pour ça que YouTube a seulement été créé en 2005. Et ça a pris une certaine période de temps avant que YouTube devienne qu'est-ce qu'il est en ce moment. Donc c'est ce qu'on peut réfléchir en ce moment avec les projets au niveau des crypto-monnaies. C'est que chaque secteur va avoir des innovations dans les 5 à 10 prochaines années qui sont des concepts qui existent même pas en ce moment. Donc c'est pour ça, la façon de réfléchir comme un millionnaire pour se bâtir des fortunes générationnelles, c'est de se faire des thèses d'investissement en essayant de réfléchir à qu'est-ce que pourrait être le futur qui est devant nous. Et là, si on regarde la liste des crypto-monnaies qu'on voit ici, on voit l'Ethereum qui est une plateforme de contrats intelligents. Et on en voit plusieurs autres comme BNB, Solana, Terra, Cardano, Avalanche, Polkadot. Toutes des plateformes pour faire des contrats intelligents dessus. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que Ethereum va rester la plateforme numéro 1 des plateformes de contrats intelligents? Quel va être l'avenir des plateformes de contrats intelligents? Est-ce que ça a un avenir? Et si on voit ça à travers la vue des milléniaux qui vont être les leaders de notre économie dans les prochaines années, il faut réfléchir comme eux pour voir quel genre d'application pourrait les intéresser sur ces plateformes de contrats intelligents-là. Mais bon, si on reste sur les plateformes de contrats intelligents, est-ce qu'Ethereum va rester le numéro 1? En ce moment, Ethereum est numéro 1 parce que il y a l'avantage d'être le premier à avoir été créé, la première plateforme de contrats intelligents, et on a beaucoup de financement et beaucoup de développeurs qui travaillent dessus. Par contre, Ethereum coûte très cher, Ethereum est très lent, Ethereum est en train de changer pour devenir Proof of Stake et on ne sait pas encore à 100% si ça va fonctionner. Donc, est-ce qu'Ethereum va être le leader encore dans les 5 prochaines années au niveau des plateformes de contrats intelligents? La question se pose, et probablement que non. Probablement qu'on va voir d'autres plateformes émerger, comme on a vu avec Internet et les sites web en 98 versus en 2021. Mais si on se pose encore une fois la question, on va plus creux, quel est l'avenir des plateformes de contrats intelligents? J'ai pas la réponse infuse, mais je peux vous donner une partie de la réponse selon moi. C'est que je pense que l'avenir va être multi-chain. Je pense qu'il va y avoir plusieurs blockchains avec plusieurs utilités. Il va y avoir des blockchains plus rapides qui sacrifient un petit peu le côté sécurité pour des applications de gaming, des applications où est-ce qu'on a besoin de rapidité.
il va y avoir des blockchains plus lentes comme Ethereum qui sont plus sécuritaires et plus décentralisées. Et on va avoir des blockchains centralisées, privées pour les entreprises. Donc, je pense que l'avenir est multi-chain. Donc, sachant ça, il faut réfléchir. Quel type de blockchain risque d'être utilisé par les plus gros capitaux? Et là, on peut commencer à réfléchir où est-ce que moi-même, je pourrais mettre mon capital pour bénéficier des gros capitaux qui vont arriver dans ces types de blockchain-là. Faisons l'exercice avec un autre secteur, si vous voulez. Parlons des exchanges décentralisés, donc les plateformes d'échange décentralisées qui nous permettent d'échanger d'une crypto-monnaie à une autre sans avoir à passer par aucune entité centrale comme Binance ou KuCoin ou Crypto.com. On voit en ce moment que le leader, c'est Uniswap en termes de market cap. Mais est-ce que ça va rester comme ça? C'est la question qu'il faut se poser. Et même allons voir dans les catégories ici. On va aller chercher les exchanges décentralisés. Est-ce que Uniswap va rester le leader? Réfléchissons ensemble à quelle innovation pourrait arriver dans les exchanges décentralisés dans les prochaines années si on a une optique de 5 à 10 ans. Et qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour qu'il y ait des innovations qui sont nouvelles, on doit avoir des innovations maintenant. Comme par exemple, on a eu l'innovation qui était le Bitcoin qui a amené la blockchain dans le monde et ensuite on a eu Ethereum qui a pu être créé parce que la blockchain, le concept de la blockchain existait. Donc grâce à Bitcoin, on a créé Ethereum et comme Ethereum existait, il y avait des défauts, on a eu d'autres protocoles qui sont venus améliorer Ethereum, comme on a Near en ce moment, qui est une technologie qui est en ce moment supérieure à Ethereum, mais on n'a pas le réseau. Mais tout ça pour dire que ça prend une innovation pour amener une autre innovation, pour amener une autre innovation. Et si on essaie de passer trop vite d'une innovation à une autre, en termes de nos investissements, comme par exemple l'exemple des NFT que je vous ai donné en 2017, que tous les projets sont allés à zéro, alors qu'en 2021, on a fait des fois 100, mais on était trop tôt dans notre investissement. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le capital va se déplacer de cette façon-ci. Par exemple, on a l'alphabet de A à Z. Donc, nous, on sait que l'innovation ultime, c'est le Z. Mais le capital est un peu niaiseux. Le capital est en retard, donc va se déplacer de A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z. Donc, c'est pour ça qu'une innovation va amener une autre innovation, qui va amener une autre innovation. Et à un certain moment donné, le marché va être prêt pour l'innovation de la lettre Z que tout le monde attend, qui va être l'application qu'on a besoin. Mais avant ça, tout le monde s'en fout de la lettre Z. On va passer à la lettre B, la lettre C. Et si on regarde les exchanges décentralisés, justement, on a vu le premier, en fait, exchange décentralisé. Les gens pensent que c'est Uniswap qui a créé le premier market maker automatique, mais en réalité, c'est Banker Network juste ici. Et Banker Network a pu amener Uniswap, qui Uniswap, de son côté, a amené l'aspect de la liquidité, en fait, en tant que donneur de liquidité sur le protocole. On peut mettre notre liquidité à un certain prix. Par exemple, si on prend la paire USDC Ethereum sur Uniswap, on peut faire en sorte que notre liquidité soit seulement utilisée lorsqu'on arrive à 4000 $ sur l'Ethereum, ainsi de suite. Ou par exemple, si vous avez 2 stablecoins, vous pouvez faire que votre liquidité que vous mettez sur le protocole est seulement utilisée entre 99 centimes et 1 $ et 1. Et cette innovation-là a permis d'amener une autre innovation qui est celle-ci de Chromatica. Là, je suis pas en train de dire que c'est le protocole qui est extraordinaire qui va faire un x100. Je suis en train de dire que Chromatica amène une innovation et je vous en ai parlé sur Twitter. Qu'est-ce que ce protocole-là, qui est pas éprouvé en passant, ce protocole-là n'a pas été vraiment testé, mais ce que ça amène, c'est qu'on peut mettre nos ordres limites sur un exchange comme Uniswap décentralisé et pendant que notre liquidité est dans le pool de liquidité, on se fait des taux d'intérêt passifs sur notre ordre limite. Donc vous voyez, ça c'est l'avenir des exchanges décentralisés selon moi, que lorsqu'on participe à la liquidité du marché, on peut se faire des taux d'intérêt passifs sur notre investissement. Et en plus de ça, ça enlève tous les frais d'exchange. Donc vraiment génial. Et ça permet de mettre de la liquidité seulement d'un côté de la paire. Par exemple, vous avez Ethereum USDC. Vous pouvez seulement mettre de l'Ethereum. Donc vraiment génial. Et ça, on se rappelle que cette innovation de la liquidité qu'on peut mettre seulement d'un côté d'une paire de liquidité est encore une fois venue de Banker Network. Et Banker Network va avoir sa version 3 qui sort dans les prochains mois. Donc, je suis vraiment intéressé de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Donc, ça, c'est une innovation. Sinon, l'avenir des exchanges décentralisés, moi, je pense que ça va être dans le cross-chain, comme Room qui permet d'échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum en restant sur leur propre blockchain native. Donc, ça, clairement, que ça a un avenir.
Sinon, si on réfléchit encore plus loin dans les exchanges décentralisés, ben c'est sûr que les Layer 3, qui permet que en un clic, on peut passer d'une blockchain à une autre sans avoir à se poser de questions, ça c'est sûr que c'est encore plus quelque chose qui va être dans l'avenir. Mais encore une fois, est-ce que les Layer 3, si on prend la chaîne, comme je vous expliquais, l'alphabet, qui est la lettre Z, disons, est-ce qu'en ce moment, le marché est prêt à avoir un Layer 3 qui permet d'échanger vos crypto-monnaies d'une blockchain à une autre avec un clic? Je le sais pas. De mon côté, j'ai fait des exchanges sur Rango pour bénéficier de leur airdrop, mais je sais pas si le marché est prêt à ça encore. Mais pour avoir utilisé l'exchange Rango, je trouve ça vraiment extraordinaire. Une autre chose aussi qu'on sait qui s'en vient sur les exchanges décentralisés, mais c'est tout ce qui est les tokens synthétiques, comme on voit sur Synthetix Network, comme Mirror, comme on pourrait échanger des actions de façon décentralisée, des commodités aussi de façon décentralisée, comme on a vu avec Comdex, qui va se spécialiser en tout ce qui est les commodités. On sait que les échanges décentralisés, éventuellement, vont permettre d'avoir un Forex décentralisé, donc on peut regarder de ce côté-là quel projet permet d'avoir plusieurs stablecoins de différentes devises fiat. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit, c'est comme ça qu'on se fait des thèses d'investissement. Si vous voulez, on peut aller voir un autre secteur, parce que je pense que c'est un exercice qui est vraiment pertinent de faire. Allons voir le secteur des metaverses. Les metaverses. Bon, si on réfléchit encore une fois, on le sait que les plus grosses compagnies du monde investissent des milliards de dollars dans la metaverse en ce moment. Pourquoi? Ben, si vous voulez savoir toutes les raisons en détail, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les metaverses qui est juste ici. Mais si je vous résume ça, c'est parce qu'on va créer une extension du monde, comme si on créait une deuxième planète Terre, où est-ce qu'on va pouvoir monétiser votre attention, monétiser vos pensées, monétiser tout ce que vous faites dans la metaverse. Ça, c'est les metaverses centralisés. Et on va pouvoir vous montrer de la publicité aussi dans ces metaverses-là. Donc, ça, c'est le côté économique. Pas très le fun, mais d'un autre côté, il va y avoir des côtés pratiques dans la metaverse, parce que on va pouvoir avoir des environnements de travail où est-ce que c'est plus immersif. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans des projets qui vont créer des environnements de travail? Mais peut-être, parce que moi, je pense que ça va être quelque chose d'assez gros dans l'avenir. Aussi, qu'est-ce qui peut arriver dans les metaverses? Mais tout ce qui est au niveau de l'enseignement, au niveau de pratiquer avec ses mains, par exemple un chirurgien qui pratique une opération, au niveau de la metaverse, ben, il pourrait se pratiquer sans avoir à se pratiquer sur un réel humain, qu'est-ce qui a un avantage génial, si vous voulez mon avis. Et sinon, dans les metaverses, on le sait qu'il va y avoir des technologies d'infrastructure, je pense que je vous en parle déjà depuis un bout, mais là, les technologies d'infrastructure, j'avais une réflexion dernièrement, est-ce que c'est trop tôt pour investir dessus ou c'est le bon moment? On était trop tôt l'année passée. Je pense des technologies comme je vous parlais, comme Theta. Je pense qu'on était trop tôt. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le hype qu'on avait besoin. Quoique Theta a fait x300 entre 2020 et 2021. Et je pense qu'on va avoir une autre vague haussière pour les mois qui s'en viennent. Mais des technologies d'infrastructure dans les vidéos vont être très importantes pour la metaverse. Donc, il faut réfléchir à ça. Technologies comme Render pour tout ce qui est l'infrastructure. Sinon, c'est sûr qu'il va y avoir en tant que tel, les projets de Metaverse, où est-ce qu'on va pouvoir se promener, créer des musées, avoir des banques, comme on a Decentraland, de Sandbox. Mais il faut qu'on réfléchisse au-delà de ça, vraiment, quel va être l'avenir des Metaverse. En ce moment, on a des Metaverse. Je sais pas si vous avez déjà mis un casque de VR, c'est pas si le fun que ça. Quel va être l'avenir? Qu'est-ce qui va nous rendre accro? Qu'est-ce qui va nous donner envie d'aller dans la Metaverse? Ben, il faut réfléchir à ça puis trouver le projet qui nous permet d'investir là-dedans. Sinon, si on réfléchit aux technologies de chaîne d'approvisionnement, on a des technologies comme VeChain, comme Origin Trail, Morpheus Network, qui permettent de mieux tracer de la marchandise avec la blockchain, mais ça va au-delà de ça. Si on pense à la supply chain dans 5 à 10 ans, ben moi je vois des autos autonomes, des transports par drone autonomes, de l'intelligence artificielle qui va permettre à des machines de parler avec des machines. Encore une fois, il y en avait des technologies comme ça qui essayaient de se développer en 2017. On était trop tôt. La plupart des projets n'ont pas eu une croissance de prix comme on aurait espéré, mais est-ce que c'est le temps maintenant? Peut-être, mais encore une fois, peut-être qu'on n'est pas rendu là. Peut-être qu'en ce moment, avant de parler de drones autonomes, on va devoir parler de drones qui sont pas autonomes. Avant de parler d'auto autonomes, mais peut-être qu'il va falloir parler d'auto semi-autonomes. Vous comprenez? Encore une fois, l'alphabet, faut qu'on passe par toutes les lettres avant d'arriver à la lettre Z. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Sauf si vous êtes très patient, vous pouvez déjà avoir investi dans la technologie de la lettre Z que vous pensez qui va être le futur de la catégorie dans laquelle vous investissez. Mais encore une fois, il faut que la technologie qui est là
soient capables d'accumuler assez d'argent pour survivre jusqu'à temps que une vague d'enthousiasme amène plusieurs capitaux dans son action. Et il y a plusieurs autres secteurs qu'on pourrait réfléchir. Si ça vous intéresse de réfléchir encore plus, dites-moi là dans les commentaires sur d'autres secteurs. On pourra en parler pendant des heures, mais là, je veux pas que la vidéo s'éternise. Et j'aimerais vous laisser avec une pensée finale vraiment importante. Encore une fois, pour penser comme un millionnaire, pour penser de façon avant-gardiste maintenant, il y a 2 choses qu'il faut faire. Première chose, éteignez votre télé. Ne vous laissez pas corrompre par un programme qu'on vous met dans la tête qui est pas votre propre réflexion. C'est en faisant vos propres réflexions que vous allez être heureux et que vous allez pouvoir investir dans qu'est-ce qui est important aussi. Et pour terminer aussi, si vous voulez être un leader, si vous voulez avoir une pensée de quelqu'un qui est riche, pas juste riche monétairement, mais qui est riche comme personne, faites tout en sorte en fait pour être bien dans votre peau, pour être heureux, pour avoir une belle énergie. Et c'est en vous changeant vous que vous allez faire une différence dans le monde et votre entourage va en profiter. Donc je vous dis merci d'avoir été là tout le monde et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.